Chapitre 5. Débat contradictoire avec Norton. Une discussion près du réfrigérateur à bière. Vérification. Jim et son bon copain Myron étaient juste derrière la porte, tenant chacun une Budweiser à la main. Je jetai un coup d'œil à Billy et, voyant qu'il dormait toujours, j'étalai sur lui la couverture de déménageur. Il bougea un peu, marmonna quelque chose et puis retrouva son calme. Je consultai ma montre, 12h15. Cela me parut totalement impossible. Il me semblait que 5 heures au moins s'étaient écoulées depuis que j'étais allée faire un tour là-bas, derrière, en quête de quelque chose pour le couvrir. Mais mon incursion dans la réserve du début à la fin n'avait pris que 35 minutes. Je retournai auprès d'Ollie, qui s'était arrêté à la hauteur de Jim et de Myron. Il avait pris une bière et m'en offrit une. Je m'en emparai et en bus la moitié d'un coup, comme j'avais fait le matin quand je coupais du bois. Cela me ragaillardit un peu. De son nom de famille, Jim s'appelait Grondin. Le patronyme de Myron était La Fleur, ce qui est comique, je sais, d'un certain point de vue. Cette fleur-là avait du sang séché sur les lèvres, le menton et les joues. L'œil au beurre noir gonflait déjà. La femme en sweatshirt myrtille qui errait dans le coin jeta un regard circonspect sur Myron. J'aurais pu lui dire qu'il n'était dangereux que pour les adolescents qui s'efforcent de prouver leur virilité, mais j'épargnai ma salive. Après tout, Ollie avait raison. Ils avaient effectivement cru bien faire, même si c'était d'une façon aveugle, effrayante, plutôt que dans l'intérêt commun. Et maintenant il fallait qu'ils fassent ce que moi, je jugeais le mieux. Je ne prévoyais aucune difficulté. Leur caquet était rabattu. Ni l'un ni l'autre, et surtout pas Myron le fleuri, ne serait bon à grand-chose dans les heures à venir. La lueur qui était dans leurs yeux quand ils avaient décidé d'envoyer Norm déboucher l'évacuation avait maintenant disparu. Ils avaient perdu tout courage. « Il va falloir qu'on dise quelque chose aux gens », avançai-je. Jim ouvrit la bouche pour protester, mais je poursuivis. Ollie et moi nous laisserons de côté le rôle que vous avez joué dans la sortie de Norm, si vous confirmez ce que nous dirons sur ce qui lui est arrivé. Bien sûr, approuva Jim avec un empressement pitoyable. Bien sûr, si on le raconte pas, les gens risquent de sortir comme cette femme qui... Il se passa une main sur la bouche et se dépêcha d'avaler une autre gorgée de bière. Bon Dieu, quel merdier. David, dit Ollie, et si... Il se tut, puis se contraignant à poursuivre. Et s'ils entraient, les tentacules? Comment ils feraient? Demanda Jim. Vous avez fermé la porte, les gars. Bien sûr, dit Ollie, mais tout le devant du magasin est fait de vitrines. Un ascenseur entraîna mon estomac dans une chute de 20 étages. Ce qu'Ollie venait de dire, je ne l'ignorais pas, mais j'avais réussi à le refouler. Je me tournai vers l'endroit où Billy dormait, songeais aux tentacules qui s'étaient refermés sur Norm et imaginais la même chose arrivant à mon fils. Des vitrines, chuchota Myron La Fleur. Sacré bordel de nom de Dieu. Je les laissai tous trois près du réfrigérateur, en train d'écluser une deuxième bière, et partis en quête de Brent Norton. Je le trouvais plongé dans une conversation des plus sérieuses avec Bud Brown près de la caisse numéro 2. L'un et l'autre, Norton avec sa chevelure grisonnante et stylée et son allure désuète, Brown avec son austère physionomie Nouvelle-Angleterre, semblait sorti tout droit d'une caricature du New-Yorkais. Une bonne vingtaine de personnes allaient et venaient avec inquiétude dans l'espace compris entre les travées des caisses et la longue vitrine. Un grand nombre de gens étaient alignés devant celle-ci, scrutant la brume. De nouveau, cela me fit penser à des badauds attroupés devant un chantier. Madame Carmody était assise sur le tapis roulant de l'une des caisses et fumait une parliament.
dans un filtre des intoxications progressives. Ses yeux me jaugèrent, ne virent rien à me reprocher et se détournèrent. Elle paraissait plongée dans un rêve éveillé. « Brent, dis-je. David, où étiez-vous passé ? » C'est de ça que j'aimerais vous parler. Il y a des gens qui sont revenus au réfrigérateur à bière, dit Brown d'une voix lugubre. Il avait l'air d'un homme annonçant qu'on a projeté des films porno à la kermesse paroissiale. Je peux les voir dans le miroir de contrôle. Cela doit cesser. Brent, excusez-moi une seconde, monsieur Brown. Je vous en prie. Il se croisa les bras sur la poitrine et jeta un regard menaçant sur le miroir convexe. Cela va cesser, je peux vous l'assurer. Norton et moi nous dirigeâmes vers le réfrigérateur à bière à l'autre bout du magasin, en passant par les rayons articles ménagers et merceries. Je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule, notant avec inquiétude que les poutrelles de bois encadrant les panneaux rectangulaires de verre étaient gauchis, tordus et brisés. Et je me rappelais qu'une des vitrines n'était même pas entière. Un morceau de verre large comme une tarte s'était détaché du coin supérieur à l'instant où cet étrange grondement avait résonné. Nous pourrions peut-être boucher ce trou avec du tissu ou autre chose, peut-être une poignée de ces corsages à $3,59 que j'avais aperçus près du rayon des vins. Mes pensées s'interrompirent abruptement et je dus me coller le dos de la main contre la bouche, comme pour contenir un rot. Ce que je refoulais, en réalité, c'étaient les gloussements horrifiés qui me venaient à l'idée de boucher un trou avec des chemisiers pour s'opposer aux tentacules qui avaient emporté Norm. J'avais vu un de ces tentacules, un petit, presser un sac de nourriture pour chien jusqu'à ce qu'il crève. « David, vous vous sentez bien ? » ?»« Oui. Votre visage, on dirait que vous venez d'avoir une idée excellente ou alors tout à fait épouvantable. Quelque chose me frappa alors. Brent, qu'est-il arrivé à cet homme qui est entré en délirant sur quelque chose dans la brume qui a pris John Lee Frovin ? Le type qui saignait du nez ? Oui, c'est ça. Il s'est évanoui et M. Brown l'a mis à l'écart en lui faisant respirer des sels qu'il a pris dans une trousse de secours. Pourquoi ? Il a dit autre chose quand il s'est réveillé ? Il a recommencé à parler de son hallucination. M. Brown l'a conduit au bureau. Il effrayait des femmes. Il avait l'air content d'y aller, à cause des vitres. Quand M. Brown lui a dit qu'il n'y avait qu'une petite fenêtre dans le bureau du directeur, avec une vitre renforcée de fil de fer, ça a eu l'air de le satisfaire. Je suppose qu'il y est toujours. Ce dont il parlait, ce n'était pas des hallucinations. Non, bien entendu. Et ce grondement ? Non mais, David. Il a peur, ne cessais-je de me dire. Ne le cogne pas. Tu t'es déjà laissé aller une fois ce matin et ça suffit. Ne le cogne pas, simplement parce que c'est ainsi qu'il s'est conduit durant ce stupide différend de mitoyenneté. D'abord condescendant, puis sarcastique et finalement, quand il est apparu clairement qu'il allait perdre, hargneux. Il n'est pas foutu de mettre sa tronçonneuse en marche, mais il a l'air d'être le père du monde occidental. Et s'il dit aux gens de ne pas s'affoler, ils obtempéreront, alors ne lui casse pas la figure. Vous voyez cette double porte derrière le réfrigérateur à bière ? Il regarda dans la direction que je lui indiquais, en fronçant le sourcil. Mais parmi les gens qui boivent de la bière, c'est bien l'autre directeur adjoint, Weeks. Si Brown voit ça, je peux vous assurer que cet homme cherchera du boulot très bientôt. Brent, voulez-vous m'écouter ? Il me jeta un regard absent. Vous disiez ? J'étais distrait, désolé. Pas autant qu'il allait l'être. Vous voyez ces portes ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'elles ont ? Elles donnent sur la réserve, qui s'étend sur toute la face ouest du bâtiment. Billy s'est endormi, et je suis allée là-bas voir si je pouvais trouver quelque chose pour le couvrir.
Je lui racontais tout, en laissant simplement de côté la discussion sur le bien fondé de la sortie de Norm. Je lui décrivis ce qui était entré et à la fin ce qui était sorti en hurlant. Brent Norton refusa de le croire, il refusa même de se le représenter. Je le conduisis auprès de Jim, Dolly et de Myron. Tous trois confirmèrent mes dires, mais Jim et Myron commençaient à être sérieusement éméchés. De nouveau, Norton refusa de croire et même d'imaginer la scène. Il faisait simplement de l'obstruction. « Non, disait-il. Non, non et non. Pardonnez-moi, messieurs, mais c'est complètement ridicule. Soit vous me menez en bateau. » D'un sourire gluant de condescendance, il nous fit sentir qu'il était capable autant qu'un autre de comprendre la plaisanterie. Soit vous souffrez d'une espèce d'hypnose collective. Une nouvelle fois, la moutarde me monta au nez et je me contins avec difficulté. Je ne crois pas être d'ordinaire du genre coléreux, mais ce n'étaient pas des circonstances ordinaires. Il fallait que je pense à Billy et à ce que devenait ou était déjà devenue Stéphanie. Ces arrière-pensées me rongeaient en permanence. « Très bien, dis-je. Allons là derrière. Il y a un morceau de tentacule sur le sol. La porte l'a coupé en se rabattant. Et on peut les entendre. Ils frottent contre la porte, on dirait le vent dans le lierre. »« Non, » fit-il calmement. « Quoi ? Je pensais vraiment avoir mal entendu. Que dites-vous ? Je dis non. Je n'irai pas là derrière. La plaisanterie a assez duré. Brent, je vous jure que ce n'est pas une blague. Bien sûr que si, rétorqua-t-il sèchement. Ses yeux se posèrent sur Jim et Myron, s'attardèrent brièvement sur Hollywick, qui soutint sans broncher son regard, et revinrent enfin sur moi. Je suppose que c'est ce que vous, les gens d'ici, vous appelez une bonne partie de rigolade, c'est ça, David ? Brent, écoutez. Non, vous allez m'écouter. Sa voix s'enflait comme dans une plaidoirie. Elle portait très loin et plusieurs de ceux qui erraient dans le coin, inquiets et sans but, se tournèrent vers nous pour voir ce qui se passait. Norton pointait son doigt sur moi en parlant. C'est une blague, une peau de banane sur laquelle je suis censé glisser. Vous tous, autant que vous êtes, on ne peut pas dire que vous adoriez ceux qui ne sont pas du coin, n'est-ce pas ? Vous vous tenez drôlement entre vous. Il n'y a qu'à voir la façon dont ça s'est passé quand je vous ai traîné en justice pour obtenir ce qui m'appartenait sans conteste. Vous avez gagné ce coup-là. Très bien. Pourquoi pas ? Votre père était un célèbre artiste et c'est votre ville. Après tout, moi, je ne fais que payer les impôts locaux et dépenser mon argent ici. Il ne jouait pas la comédie. Il n'essayait plus de nous impressionner avec des effets de manche. Il hurlait presque, au bord de la crise de nerfs. Hollywick se détourna et s'éloigna en serrant très fort sa bière dans son poing. Myron et son ami Jim fixaient Norton, complètement abasourdi. Et je suis censé aller là-bas derrière pour voir un machin de farce et attrape, 98% caoutchouc, pendant que ces deux abrutis traîneront autour de moi pour rigoler en se tapant sur les cuisses. Et changez de ton, sinon, avertit Myron. En fait, je suis bien content que cet arbre soit tombé sur votre hangar à bateau, si vous voulez savoir la vérité. Je suis bien content, me lança Norton, avec un sourire carnassier. Il a pris un bon coup, hein ? Formidable. Maintenant, laissez-moi passer. Il essaya de me contourner. Je le saisis par le bras et le jetai contre le réfrigérateur à bière. Une femme poussa un cri de surprise. 2 packs de Seabud dégringolèrent. Ouvrez bien vos oreilles et écoutez, Brent. Il y a des vies à sauver ici. Celle de mon gosse, entre autres. Et c'est pas rien. Alors écoutez-moi, ou je vous casse la gueule, je vous le jure. Allez-y, dit Norton, souriant toujours, figé dans une espèce de bravade stupide, les yeux écarquillés, injectés de sang
exorbité. Montrez à tout le monde comme vous êtes fort et courageux en frappant un homme malade du cœur et en âge d'être votre père. Flanquez-lui une raclée, vous laissez pas avoir, s'exclama Jim. Merde pour son cœur. Je crois pas de toute façon qu'un petit avocaillon de New York ait un cœur. Restez en dehors de ça, dis-je à Jim, et puis je collai mon visage à celui de Norton. J'aurais pu l'embrasser si j'avais eu pareille idée en tête. Le réfrigérateur était éteint, mais il diffusait toujours du froid. Arrêtez de faire l'autruche. Vous savez parfaitement que je dis la vérité. Je ne sais rien du tout, haleta-t-il. En d'autres temps et en d'autres lieux, je vous laisserai partir. Vous avez la trouille et je m'en fous. Je suis pas en train de compter les points. Moi aussi j'ai la trouille, mais j'ai besoin de vous. Bordel de merde, ça vous va comme ça? J'ai besoin de vous. Laissez-moi partir. Je le saisis au collet et le secouai. Vous ne comprenez donc rien? Les gens vont commencer à sortir et ils iront droit sur cette chose dehors. Pour l'amour de Dieu, vous ne comprenez pas? Lâchez-moi, je vous dis. Pas tant que vous ne m'aurez pas accompagné là derrière, pour voir par vous-même. Je vous ai dit non. C'est une plaisanterie, une blague. Je ne suis pas stupide au point de me laisser... Alors je vous traînerai là-bas moi-même. Je l'attrapai par l'épaule et le col. Sous un bras, la couture de sa chemise se déchira avec un bruit mou. Je le tirai vers la double porte. Norton poussa un cri désespéré. Un groupe de gens, une bonne quinzaine, s'était agglutiné, mais ils gardaient leur distance. Aucun ne manifesta l'intention d'intervenir. « Aidez-moi !» cria Norton. Derrière les lunettes, ses yeux s'exorbitaient. Sa coiffure apprêtée s'était de nouveau défaite, libérant 2 petites touffes qui se dressèrent derrière les oreilles. Les gens s'agitaient, incertains, et regardaient. « Pourquoi criez-vous » lui dis-je à l'oreille. « Ce n'est qu'une blague, non ? C'est pour ça que je vous ai emmené en ville quand vous m'avez demandé de venir et que je vous ai confié Billy pour lui faire traverser le parking. Parce que c'est moi qui ai fabriqué à la main toute cette brume. J'ai loué une machine à Hollywood. Ça m'a coûté 50 000 $ plus 8 000 pour le transport. Tout ça pour pouvoir vous jouer un tour. Arrêtez de vous raconter des histoires et ouvrez les yeux, merde. Lâchez-moi, brailla Norton. Nous étions presque à la porte. Allons, allons, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? C'était Brown, jouant du coude. Il se frayait un chemin dans la foule des spectateurs. « Dites-lui de me lâcher !» supplia Norton d'une voix rauque. « Il est fou !» « Non, il n'est pas fou. Je préférerais, mais il ne l'est pas. » C'était Holly, et je l'aurais embrassé. Il contourna le rayon derrière nous et s'avança au-devant de Brown. Le regard de Bud tomba sur la bière que tenait Holly. « Tu es en train de boire ?» s'exclama-t-il, d'une voix étonnée, mais non dépourvue d'une nuance de plaisir. « Tu vas perdre ta place pour ça. »« Allons, Bud, » dis-je en lâchant Norton. « Nous ne sommes pas dans une situation normale. Les règlements ne changent pas, » rétorqua Brown, plein de morgue. « Je veillerai à ce que la compagnie soit mise au courant. C'est mon devoir. » Pendant ce temps, Norton avait filé. Il se tint à l'écart en essayant de rajuster sa chemise et de raplatir sa coiffure. Ses yeux allaient de Brown à moi, inquiets. « Oh là !» cria tout à coup Holly en élevant la voix avec une basse profonde que je n'aurais jamais imaginée venant d'un homme costaud, mais doux et sans prétention. « Oh là ! Vous tous dans le magasin, venez ici, dans le fond. Il faut que vous écoutiez ça. Ça vous concerne tous. C'est bien comme ça ? Parfait. » Les gens commencèrent à se rassembler. Le groupe originel de personnes qui avaient assisté à ma discussion avec Norton doubla, puis tripla. « Il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez, » commença Holly. « Pose cette bière immédiatement, » dit Brown. «
Fermez votre gueule immédiatement, lui dis-je en faisant un pas vers lui. Brown maintint la distance entre nous en reculant d'un pas. Je ne sais pas ce que vous croyez faire, certains d'entre vous, dit-il, mais je vous garantis que tout cela sera signalé à la Federal Foods Company. Tout, et je veux que vous compreniez, il peut y avoir des poursuites. Ses lèvres se crispaient nerveusement, découvrant ses dents jaunes, et j'éprouvais une espèce de sympathie pour lui. Il essayait de faire face, c'est tout, comme Norton qui voulait à tout prix que ce soit un gag de mon cru. Myron et Jim avaient essayé de transformer toute l'affaire en un défi de macho. Si on arrivait à réparer le générateur, la brume se dissiperait. C'était la façon de réagir de Brown. Il protégeait le magasin. Alors allez-y, et notez les noms, dis-je. Mais s'il vous plaît, taisez-vous. Je vais en noter beaucoup, et le vôtre sera en tête de liste. Espèce de hippie. Monsieur David Drayton a quelque chose à vous dire, annonça Holly. Et je crois que vous avez intérêt à l'écouter, si vous projetiez de rentrer chez vous. Alors je leur racontai ce qui s'était passé, à peu près comme je l'avais exposé à Norton. Il y eut d'abord quelques rires, puis un malaise grandissant lorsque j'eus terminé. « C'est un mensonge, bien sûr, » dit Norton. Il essayait de donner de la force à sa voix, mais elle dérapait dans les aigus. C'était lui l'homme à qui j'avais d'abord tout raconté, en espérant user de sa crédibilité. Quelle connerie! Évidemment que c'est un mensonge, approuva Brown. C'est de la folie. D'où sortaient ces tentacules, à votre avis, monsieur Drayton ? Je n'en sais rien. Et pour l'heure, ce n'est même pas très important de le savoir. Ils sont là. Je crains qu'ils sortent de ces boîtes de bière. Voilà ce que je crains. La remarque suscita quelques rires d'approbation, éteints par la voix puissante, grinçante, comme un gong rouillé, de Madame Carmody. « La mort !» cria-t-elle, et ceux qui riaient se turent brusquement. Elle s'avança au centre du cercle serré qui s'était formé, avec son pantalon canari qui paraissait phosphorescent et son sac énorme qui battait contre une cuisse éléphantesque. Ses yeux noirs faisaient le tour de l'assistance avec arrogance, aussi perçants et maléfiques que ceux d'une pie. Deux jeunes filles BCBG de 16 ans environ, qui portaient des chemises blanches avec l'inscription « Camp Woodlands » au dos, se rejetèrent en arrière. « Et vous, qu'est-ce que vous proposez, monsieur David Drayton ? Qu'est-ce que vous croyez pouvoir faire ?» Elle sourit, et on eût dit qu'une tête de mort émergeait de son costume canari. « C'est la fin, je vous dis, la fin de toute chose. Ce sont les derniers temps. » Le doigt mouvant l'a écrit, non point en lettres de feu, mais en lettres de brume. La terre s'est ouverte et a dégorgé ses abominations. « Vous ne pouvez pas la faire taire !» explosa une des jeunes filles en fondant en larmes. « Elle me fait peur !»« Tu as peur, ma chérie ?» demanda Madame Carmody en se tournant vers elle. « Tu n'as pas vraiment peur pour l'instant, non. Mais quand les créatures infâmes que le malin a lâchées à la face de la terre viendront te chercher... »« Ça suffit maintenant, Madame Carmody, » dit Holly en la prenant par le bras. « Ça va comme ça. Lâchez-moi. C'est la fin, je vous dis. C'est la mort. La mort. » « Tout ça, c'est des conneries, » dit d'un air dégoûté un homme à chapeau de pêcheur et à lunettes. « Non, monsieur, » rétorqua Myron. « Je sais que ça a l'air d'un rêve de défonce, mais c'est la vérité toute pure. Je l'ai vu, de mes yeux vus. »« Moi aussi, » assura Jim. « Et moi aussi, » ajouta Holly. Il avait réussi à calmer Madame Carmody, du moins pour l'instant, mais elle n'était pas loin, étreignant toujours son gros sac avec un sourire dément. Personne ne voulait s'approcher trop près d'elle. Les gens murmuraient entre eux, ils n'aimaient pas la façon dont on confirmait mes dires. Certains jetaient des regards inquiets, interrogateurs, sur les grandes baies vitrées. Je m'en réjouis. « Mensonge, » dit Norton. « Vous autres,
Vous vous soutenez dans le mensonge, c'est tout. Ce que vous suggérez est totalement incroyable, affirma Brown. Inutile de rester ici à tourner et retourner la question, déclarai-je. Venez dans la réserve avec moi, jetez un coup d'œil, écoutez. Les clients ne sont pas autorisés à aller dans... Bud, coupa Holly, va avec lui. Réglons cette histoire. Très bien, dit Brown. Monsieur Drayton, finissons-en avec ces bêtises. Nous poussâmes la porte et pénétrâmes dans les ténèbres. Le bruit était déplaisant, menaçant peut-être. Brown le perçut aussi à sa manière de Yankee au crâne dur. Sa main agrippa instantanément mon bras. Sa respiration se bloqua un instant, puis reprit, à un rythme plus rapide. C'était un chuchotis bas qui venait des portes de livraison, un son presque caressant. Du bout du pied, je tâtai le terrain alentour et finis par toucher l'une des lampes de poche. Je me baissai, la ramassai, l'allumai. Les traits de Brown étaient violemment crispés, et pourtant, il ne les avait pas vus. Il les avait seulement entendus. Mais moi, je les avais vus, et je pouvais les imaginer, qui se tordaient et grimpaient sur le métal rouillé des portes comme des vignes vivantes. Qu'est-ce que vous en pensez maintenant? C'est totalement incroyable? Brown se passa la langue sur les lèvres et considéra le désordre de sacs et de boîtes éparpillées. C'est eux qui ont fait ça? En partie, la plus grande partie. Venez par là. Il obéit, à contre-cœur. Je dirigeai le faisceau de la lampe sur le morceau de tentacule recroquevillé et tordu qui gisait toujours près du balai. Brown se pencha vers lui. « N'y touchez pas, dis-je, ça vit peut-être encore. » Il se redressa vivement. Je pris le balai par la brosse et tâtai le tentacule. Au 3e ou 4e coup, il se détendit mollement et révéla deux ventouses entières et un segment déchiqueté d'une 3e. Puis, avec la rapidité d'un réflexe musculaire, le morceau d'organe se recroquevilla et resta immobile. Brown hoqueta de dégoût. « Vous en avez vu assez ?»« Oui, dit-il, sortons de là. » Nous suivîmes la lumière sautillante jusqu'à la double porte et la poussâmes. Tous les visages se tournèrent vers nous et la rumeur des conversations mourut. La face de Norton était comme un vieux fromage. Les yeux noirs de Madame Carmody étincelaient. Holly buvait de la bière. Bien qu'il fît plus frais dans le magasin, son visage était de nouveau sillonné de coulées de transpiration. Les deux jeunes filles en chemise camp Woodlands se serraient l'une contre l'autre comme deux pouliches avant l'orage. Des yeux, tant d'yeux, je pourrais les peindre, pensai-je avec un frisson glacé. Pas de visage, seulement des yeux dans l'obscurité. Je pourrais les peindre, mais personne n'y croirait. Bud Brown joignit ses longues mains devant lui, en un geste solennel. « Mesdames et messieurs, il apparaît que nous sommes confrontés à un problème d'une certaine ampleur.